Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Nous sommes à l'école supérieure du journalisme et des sciences de la communication. À présent, nous allons donner la parole au public, ceux qui souhaitent participer à cette émission en posant des questions à nos deux invités. Je passe la parole à ma consoeur Mariam Maïga qui va se charger de cette deuxième partie de l'émission. Alors, chers amis étudiants, bonjour. La parole est à vous. Vous avez les deux invités, le camp du oui et du non pour le référendum, du rejet du référendum, comme il aime le dire, Alassane Abba du parti LACODEM. Donc nous allons prendre 5 questions, on va passer comme ça, 5 questions, série de 5 questions et je veux savoir qui veut prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Fane Mahamadou, mais ma question s'adresse à madame. Quelle innovation cette constitution apporte par rapport à l'ancienne? Est-ce que le problème du Mali, ce n'est plutôt pas un manque de volonté politique d'appliquer les textes que de changer de constitution presque tous les 30 ans? Merci beaucoup, M. Fane. Qui d'autre veut prendre la parole? Monsieur à côté, oui. Allez-y. Bonjour à tous, moi c'est Boubacar SM Meiga. Ma question s'adresse à M. Abba. Il a parlé du danger de la laïcité. On aimerait savoir quel est ce danger-là. C'est ça. Merci beaucoup, M. Maïga. À votre gauche, Ouattara. Bonjour tout le monde, moi c'est Soumaïla Sagara. Ma question est adressée à madame plutôt. Madame Fatouma, Madame Samake. Ok, Madame Samake, bien. Elle a eu à prononcer les mots majorité à plusieurs reprises dans ses interventions. J'aimerais savoir, tenant compte de ces référendums, la majorité, il s'agit de ceux qui ont participé aux assises nationales de la refondation, ou bien vous avez eu à concerter ceux qui sont à l'intérieur même du Mali, parce que le Mali ne se limite pas ici à Bamako. Merci. Merci beaucoup, M. Sagara. Je cherche une dame cette fois-ci. Une dame? Alors, monsieur au fond, allez-y. Ok, bonjour. Moi, je suis Kimoko Diabati, étudiant à l'école de journalisme, licence 1. Ma question s'adresse à Madame Samake. Madame, au-delà de la superpuissance du président, quelle impression avez-vous de la justice transitionnelle qui est la responsabilisation des autorités coutumières dans les affaires judiciaires? À vous entendre, la légitimité prime sur la légalité. Est-ce cette élaboration de ce projet de constitution-là n'est pas une mauvaise jurisprudence pour les générations futures? Et enfin, la création d'une deuxième chambre parlementaire n'est-elle pas budgétivore? Merci. Merci beaucoup, M. Diabaté. Le monsieur en bas en blanc de l'autre côté avec chapeau. Oui, allez-y, monsieur. Ok, merci beaucoup. Permettez-moi, avant de poser ma question, de faire un commentaire sur ce que M. Abba a affirmé concernant le projet de constitution. Si nous nous rappelons bien, après les événements du 18 août 2020, la charte de la transition a été mise en place par les forces vives de la nation. Et dans cette charte, à son article D, mission de la transition, il est dit que la transition doit faire des réformes politiques, institutionnelles et aussi créer des conditions pour la refondation de l'État. Alors, cela étant dit, pourquoi on n'a pas tenu compte de ça? Moi, je pense qu'on a tenu compte de ça parce que les assises nationales de la refondation sont venues pour accomplir, pour appliquer ces recommandations de la charte de la transition. Deuxièmement, dans l'ancienne constitution, M. Abba, nous avons une collision entre les 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, nous avons la collision entre les 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif,
législatif et judiciaire. C'est-à-dire, d'abord, le président de la République, l'Assemblée nationale. Dans l'Assemblée nationale, nous avons deux clans, je dirais deux clans, deux partis, l'opposition et la majorité. Et dans les cas où la majorité, le nombre de députés de la majorité sera plus nombreux que ceux de l'opposition, l'Assemblée nationale sera une institution au service d'un groupuscule. Et dans notre pays, ça a été tout le temps le cas. Alors que dans la même constitution, il est dit que la Haute Cour de justice ne peut jamais mettre en cause, en accusation, un ministre qui vole l'État tant que l'Assemblée nationale ne le met pas en accusation. Et dans ce cas, voulez-vous qu'on reste avec l'ancienne constitution pendant qu'il y a une collision entre les trois pouvoirs législatifs, présidentiels et judiciaires? Voici ma question. Merci beaucoup. Je pense qu'on va, si vous voulez, on peut commencer par la dernière question et venir à la première question. On a déjà la série de 5 questions. Les invités vont répondre à ces questions-là. Opposé aux réformes, mais il faut qu'elles soient de véritables réformes. Il ne faut pas qu'elles soient des soi-disant réformes qui ne réforment absolument rien. Les réformes, ce qui a été dit, c'est pour que ce qui s'est passé ne se reproduise plus. Voilà l'idée. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Une fraude massive concernant les élections. Une Cour constitutionnelle qui réajuste carrément les résultats proclamés par l'administration territoriale et qui les change radicalement, qui les inverse. Et ça s'est passé dans bien des cas. On nous a dit qu'on va faire en sorte que désormais, il y ait des réformes pour que ces cas ne soient plus possibles. Mais qui réforme? C'est la Cour constitutionnelle. Malheureusement, la Cour constitutionnelle qui réforme et qui a toujours la prérogative de réajuster les élections, nous n'avons pas senti qu'elle ne peut plus désormais agir comme ça. C'est en cela que nous avons dit qu'on a fait une réforme, mais pas la réforme dont nous avons besoin. On a fait une réforme par rapport à l'âge. Mais quand l'âge, c'est quoi? Ils disent que c'est les populations. C'est les partis politiques qui ont demandé la création d'un organe de gestion unique des élections. Oui, on l'a demandé. Parce qu'on s'est rendu compte, quelque part, que peut-être il y a des failles. En réalité, du côté de l'ancien organe, c'était très clair. Et la faute, ce n'était pas eux. Hein? Ce n'était pas la CENI. La CENI remet des résultats tels qu'elle les a reçus à l'administration, qui a soumis une copie directement à la Cour constitutionnelle. Donc le problème, ce n'est pas au niveau de la CENI. Ce n'est jamais la CENI qui a procédé à des réformes pour inverser les résultats. Maintenant, l'âge qu'on a mis en place aujourd'hui, avant, on a dit que pour que l'organe voie le jour, il faut l'ensemble des partis de l'opposition, de la majorité et de la société civile. Voilà le truc. Cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Cette fois-ci, sachant très bien que nous sommes 200 partis politiques, et que quelque part, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on ait un organe de gestion qu'on pilote. On a dit à tous les partis politiques, venez vous entendre. Ils savent très bien qu'on n'allait pas nous entendre. Avant, qu'est-ce qui se faisait? Pourquoi il y avait entente entre les partis politiques et le choix était facile? Parce qu'on a glissé dans la loi électorale le mot équité. C'est-à-dire que vous faites le choix, mais de façon équitable. C'est-à-dire que le plus fort parmi vous doit nécessairement être là. Cette fois-ci, on a inventé une chose terrible, c'est le tirage au sort. On a dit aux partis politiques, allez-y vous entendre. Les partis ne se sont pas entendus. Parce que, comme je le disais à madame tout à l'heure, les partis insignifiants, qui n'ont que les récépissés dans les poches, sont venus gonfler le lot. Et quand vous faites un tirage au sort, naturellement, ça c'est arithmétique, c'est mathématique. Vous prenez 200 partis politiques qui n'ont absolument rien, parmi lesquels il y a une vingtaine de partis politiques émergents, la probabilité pour tirer un bon parti est nulle. C'est ce qui s'est passé. Et là, l'administration territoriale a procédé à un tirage au sort que nous assimilons, nous, carrément à l'accaparation.
D'accord. Qu'est-ce qui s'est... Non, c'est pas fini. Il a donné... Je ne suis même pas venu. Oui. Permettez, je réponds à la question. Donc, l'âge d'aujourd'hui, qui doit gérer les élections, est quasiment désigné entièrement par les pouvoirs publics. Depuis quand vous avez vu dans la CENI, le président de la République désigner un membre, ou l'Assemblée nationale désigner un membre, ou le Haut Conseil désigner... C'est avec cette transition qu'on a vu, on a dit, bon, il faut que le président dise. Qu'est-ce que le président, qui est arbitre, a à voir avec la CENI? Qu'est-ce que l'Assemblée nationale a à voir? La CENI, c'est une affaire de partis politiques, de la société civile. Dès lors où ils en désignent la majorité, c'est biaisé déjà. D'accord. Et qu'ils désignent, si on peut c'est résumer. les représentants. C'est les représentants. Si on peut résumer, Alassane Abba, pour dire que ça veut dire que pour ce n'est nous, pas ces les réformes ne sont pas opportunes. Ce n'est pas les réformes auxquelles on nous attend. D'accord, nous venons à sa deuxième question. Réforme, une minute. Oui. La plus grande des réformes qu'on doit faire, c'est la réforme sur l'homme malien lui-même. C'est le citoyen malien qui doit être réformé. Parce que voilà le pays où on est aujourd'hui avec la majorité. Demain, dès que la majorité tombe, paf, on change de camp. On va voir l'autre majorité, on dit, bon, on est avec toi, on est avec toi. Et tu cries plus fort que tout le monde pour faire oublier ton passé. D'accord. Ça ne peut pas marcher. D'accord, sa deuxième question. Il faut travailler la mentalité des Maliens. Sa deuxième voilà question. Un pays où le citoyen est capable de vendre son vote moyennant 200 francs, 2000 francs. C'est cette réforme qu'il faut faire. On s'attendait à ce que pendant tout le temps, pendant les 4 ans, on soit dans les écoles, prêcher aux citoyens de choisir le meilleur au lieu d'attendre 2000 francs pour troquer ton vote. Alors, tant que l'homme malien ne sera pas réformé, alors on n'aura pas de belle Alassane Abba, sa deuxième question, collision entre les pouvoirs. Il n'y a pas de collision, monsieur. La démocratie suppose un partage de pouvoir entre l'exécutif, le législatif et, comment on appelle le judiciaire. Le judiciaire, oui. Il s'est trouvé que personne ne joue son rôle. Le problème, c'est ça en réalité. L'Assemblée ne joue pas son rôle, ce n'est pas une collision. Ils ont démissionné. La justice s'est sabordée à l'exécutif. C'est elle qui dicte. Sinon, la Cour constitutionnelle ne va pas venir chambouler les résultats parce qu'ils reçoivent des consignes d'ailleurs. C'est ce que nous condamnons. Dans cette constitution d'aujourd'hui, où on a les mêmes piliers, hein, l'exécutif est là, hein, le gouvernement est là, l'Assemblée est là, bien qu'il soit 2 chambres. Mais qu'est-ce qui te montre qu'il n'y aura pas de collision? Parce que la collision, c'est un choix que les hommes font eux-mêmes parce qu'ils ont des intérêts à défendre. D'accord, nous allons laisser Mme Samaki répondre aux questions. Par rapport oui, après on va vous donner la parole. Mme Samaki va répondre aux questions qui lui sont adressées. Par rapport à la Haute Cour de justice, s'il te plaît. Oui. Il y a un aspect. Vous croyez que ce n'est pas un piège le fait d'éliminer la Haute Cour de justice, mais c'est un piège. Parce que tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du président de la République aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Un ministre qui va faillir, on n'aura même pas besoin de passer par les politiques pour le juger. Ça se passait dans plusieurs pays. Un ministre est en fonction deuxièmement, ça ne va pas avec le président. Regardez ce qui s'est passé l'autre jour seulement en Tunisie. L'excès de pouvoir n'est bon que pour Dieu. C'est Dieu seul qui peut avoir la supraforce et équilibrée. D'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec un excès de pouvoir parce que les hommes sont mortels. Merci, et tout homme peut abuser de son pouvoir. Merci Alassane Abba. Nous allons vous donner la parole tout de suite, Madame Samake. Il y a une question, en tout cas, il y a 3 questions, mais je voudrais commencer par cette question. Il dit les légitimités qui priment sur la légalité, n'est-ce pas une jurisprudence dangereuse, si je ne m'abuse, si je peux paraphraser ainsi. Je pense que vous l'avez noté. Que répondez-vous à cette question? Oui, c'était M. Diabaté qui a parlé de superpuissance du président et la question de la justice transitionnelle par les légitimités et les autorités traditionnelles. Alors, à ce niveau, je pense que nous considérons cela comme une innovation. Une innovation dans la mesure où, dans l'ancienne constitution ou l'actuelle constitution, on peut le dire, c'est que la question des légitimités traditionnelles n'est même pas mentionnée. Il n'y a pas une certaine valorisation. Ça fait que
les chefs de quartier, les chefs de village étaient devenus des personnes, des citoyens simples qui n'ont aucun pouvoir, qui n'ont aucune reconnaissance populaire, alors que le socle de notre société, c'est vraiment avec ces pouvoirs traditionnels-là. Et on a constaté après 30 ans que ces pouvoirs-là, le fait qu'il n'y ait pas d'égard pour ce pouvoir, malheureusement, a beaucoup influé sur leur capacité de gérer les affaires au niveau local. Alors que l'État est débordé, par exemple, par rapport aux questions judiciaires. Par exemple, vous allez voir qu'au Mali, nous n'avons que 540 et quelques juges, pendant que le Mali a besoin de plus de 2000 juges. Un magistrat peut, par exemple, avoir 800 dossiers à son niveau. Comment voulez-vous qu'un seul magistrat puisse trancher comme il faut? Et c'est ce qui fait que finalement, non seulement le travail est énorme pour ce magistrat, mais en même temps, ça donne lié à du clientélisme, la corruption et tout le reste. Donc, nous allons voir que le fait de valoriser les légitimités traditionnelles, ça leur permet de donner un certain pouvoir pour gérer à l'amiable certaines situations, quelque chose qui s'est passé déjà dans la société. Malgré le fait qu'on les a mis à l'écart, la plupart des problèmes sont gérés par ces légitimités, même si l'État n'est pas là. On a vu dans le Nord, par exemple, où l'État n'est souvent pas là pour cause d'insécurité, pour cause du fait qu'on n'arrive pas à affecter quelqu'un, même si on l'affecte là-bas, la personne prend position à Bamako, ainsi de suite. Donc, on a vu. Et je vous informe tout simplement que tout ce que nous sommes en train d'énumérer comme problème, ces problèmes-là n'ont pas commencé avec la transition. Ces problèmes ont existé bien avant. Et aujourd'hui, nous sommes à une phase tout simplement où on veut redresser la barre. On veut que la chose change. Et pour cela, il faut des réformes. Quand on dit que, par exemple, on ne peut pas... la grande réforme, c'est par exemple changer les citoyens maliens. Ce n'est pas un coup de balai magique qui va changer les citoyens maliens. Il faut aller avec des textes. Il faut aller avec l'application de ces textes. Il faut prendre des hommes intègres. Vous avez vu qu'avec cette constitution, il y a quand même cette question de probité et de responsabilité qui est reconnue aux populations, disons, aux personnes qui mènent l'action publique. Maintenant, on parle de deuxième... donc la légitimité prime sur la légalité. Je pense que légitimité et légalité vont de pair. Hein. Aujourd'hui, on a reconnu au peuple malien que c'est en toute légitimité qu'il s'est levé pour dénoncer un pouvoir qui n'avait pas fait son travail. Et le CODEM a quand même été là, dans la gestion du pouvoir. Je ne vois pas ce qui a été fait d'extraordinaire par rapport au changement du citoyen malien, par rapport à tout ce qui a été fait. Parce que, justement, ils étaient dans un système. Aujourd'hui, le Mali n'a pas besoin d'un homme fort. Le Mali a besoin d'un système fort. Et ce système fort ne peut être fait qu'avec des lois, des textes, et mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est tout. Alors, je vais, pour cette question, la deuxième chambre parle de... Deuxième chambre qui est budgétivore. La Haute Cour de justice n'était pas budgétivore. Le Haut Conseil des collectivités n'était pas budgétivore. Quel est le ministre ou le président qui a été jugé par la Haute Cour de justice depuis 30 ans? Il n'y en a pas. Alors pourquoi garder une telle institution? Non, on n'a pas besoin de cela. Ce dont on a besoin d'un système qui répond à la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est qu'il faut mettre en place des réformes ou bien des textes qui permettent de limiter le pouvoir de tout un chacun et que justice soit faite en toutes circonstances, que vous soyez président ou simple citoyen. Je pense que c'est ce qui est important et c'est ce qui est traduit dans la Constitution. Alors, maintenant, il y a une deuxième question. Traoré, le micro va rester avec vous. Le temps de répondre à cette question de M. Sagara qui dit ne pas comprendre cette situation de majorité dans une période de transition. Ils ont commencé les questions par le bas. Et moi, je suis en train de monter comme ça. Oui. Ok, donc allez-y. Il a commencé par le bas. Il dit pour vous, vous parlez tout le temps de majorité. Oui, je vais en venir. Voilà, on parle toujours de majorité qui représente cette majorité. Je pense que ce qui est sûr, nous sommes à l'ère démocratique. Aujourd'hui, si ce n'était pas l'ère démocratique, nous ne serions pas sur ce plateau en train de parler de parti. Parce que c'est grâce à ça qu'on a reconnu la liberté de conscience, la liberté de création de partis politiques, la liberté d'association. C'est reconnu par la société. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce soit l'action publique ou le jeu politique, ça doit se mener avec la pleine et entière représentativité de ces couches-là.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que quelque part, dès que nous devons prendre une décision, nous devrions faire en sorte que ces personnes-là, qui représentent en quelque sorte les forces vives de la nation, puissent s'exprimer. Et c'est ce qui a été fait. Les ANR, ce n'est pas seulement Bamako. Je l'ai bien dit. Les ANR, c'était le district de Bamako, c'était les régions, c'était les communes, c'était la diaspora, même au niveau de la diaspora. Et la diaspora s'est battue justement pour que la question de participation de la diaspora à l'Assemblée nationale soit reconnue et que la diaspora puisse même se présenter aux élections présidentielles. Et c'est la prise en compte de cette recommandation qui a été concrétisée dans la nouvelle constitution. Donc ce n'est pas seulement Bamako, je vous rassure, c'est plus de 16 000 participants. C'est vrai qu'il y a eu des concertations au niveau local et régional et ça s'est terminé par Bamako, il y a eu ces 517 recommandations. Et la dernière question... Monsieur Fané aussi qui demande, n'est-ce pas un manque de volonté politique plutôt que de changer de constitution, le problème du Mali? Moi j'ai noté ici quelles sont les innovations. Oui, puisque vous avez déjà parlé des innovations. Oui, je vais encore en parler si le veux. Ok, allez-y. Je vais en parler parce que ça semble ne pas être clair. Ça semble ne pas être clair. Donc les innovations, pour moi, en réalité, il y en a plusieurs. D'abord, l'officialisation de nos langues. Nos langues n'étaient pas du tout officielles. Alors, ça, c'est une innovation à mon avis. Il y a eu une autre innovation, c'est le fait qu'il y ait des principes directeurs de l'action publique. C'est-à-dire, d'abord, le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques. Le Mali n'avait pas de choix stratégiques à respecter. C'était la France qui dictait. Et le respect de l'intérêt supérieur des Maliens. Donc, ces trois principes sont devenus des principes directeurs. Et les citoyens doivent juger l'action publique à travers ces trois principes et c'est désormais dans la Constitution. Ce qu'on ne sait pas, c'est que la Constitution, c'est en quelque sorte la loi, on va dire la loi fondamentale, la loi qui est au-dessus de toutes les lois. Donc, quand quelque chose est dans la Constitution, ça a tellement d'importance, de légitimité, qu'aucune autre loi ne peut remettre en cause. Et je pense qu'en mettant des informations de ce genre dans ce document, cela donne un certain pouvoir. Et moi, j'ai toujours décrié quelque chose. Je dis, mais même dans la Constitution de 90, on dit que l'éducation est gratuite, qu'on a droit à l'alimentation et tout. Et pourtant, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Je dis, les citoyens ne mesurent pas l'ampleur. C'est-à-dire, cette information qui est dans la Constitution, les citoyens ne s'approprient pas de cela pour vraiment demander au pouvoir public qu'est-ce qu'on fait. Alors aujourd'hui, quand on va vers des réformes, ce n'est pas pour de la plaisanterie. La question de l'équilibre des pouvoirs, je l'ai mentionné. Autant le président de la République aussi peut démettre le Premier ministre, autant aussi peut démettre l'Assemblée nationale, autant on peut destituer. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est que quelque part, on a vu que dans cette nouvelle constitution, le président de la République peut aussi mettre fin au pouvoir, ce qui n'existait pas, c'est-à-dire au pouvoir du Premier ministre, ce qui n'existait pas. Mais dans les faits, c'est ce qui se passait. On nomme un Premier ministre, mais vous ne pouvez pas le démettre. Par la Constitution, on te demande de faire la démission. Maintenant, c'est fini. Tu peux mettre ton Premier ministre et tu l'enlèves. Et cela est important. Pourquoi? Pour une seule chose. C'est que le président est responsable de sa politique, responsable devant l'Assemblée nationale. Ce n'est plus le Premier ministre qui doit se justifier par rapport à l'action publique. Avant, c'était comme ça. Le Premier ministre vient, alors qu'au moment de l'élection présidentielle, on ne connaissait même pas ce Premier ministre-là. C'est le président qui l'a mis, alors qu'on devait choisir le président en fonction de son projet de société, qu'il doit mettre en œuvre obligatoirement. Mais par contre, c'est un Premier ministre qui est responsable devant l'Assemblée nationale et le président se cache derrière le Premier ministre comme si lui, il n'avait rien fait. Dans ce cas, le Premier ministre ne sera plus une institution, la primature. Ce qui est sûr, c'est que dans ça, on peut mettre le Premier ministre, on peut le démettre de sa fonction. C'est extrêmement important, à mon avis, compte tenu de ce que je viens de dire précédemment. Une autre innovation majeure, c'est que par rapport au Parlement, donc, dans le Parlement,
on voit qu'il y a deux chambres, le Sénat et puis l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est les élus. Mais vous savez pertinemment que toutes ces personnes-là qui étaient dans l'Assemblée nationale, souvent la population ne se reconnaît pas à travers ces personnes-là. Certaines personnes se reconnaissaient plus au chef de village, par rapport au chef de village, par rapport à une autorité religieuse, qu'à un député qui a été élu et qui prend des décisions à la place de cette même communauté. Vous ne pensez pas que c'est important d'avoir un Sénat où il y aura cette représentativité-là qui permet à ces légitimités, qui ont quand même un certain pouvoir, une certaine reconnaissance populaire, de dire aussi leurs mots. Alors, on va aussi parler des questions liées à l'interdiction des discriminations, liées au sexe, liées à la religion, à l'ethnie. Il n'y aura plus de suprématie entre les religions, entre les sexes, entre la couleur de la peau, la langue. Personne n'est super-homme au Mali. Tous les citoyens sont égaux. Et cela va, si on pense que cela n'est pas une source de cohésion, moi je ne pense pas que ça doit être une source de division. Mais ce n'était pas le cas dans l'actuelle constitution. Donc même si c'est dans le cas, puisque tout ce qu'on dit est dans l'ancienne constitution est déjà dans la nouvelle constitution, pourquoi refuser la nouvelle constitution? C'est ça la question. Parce que c'est des précisions qui ont été apportées pour l'adapter, telles que les innovations dont je suis en train de parler maintenant. Il y a aussi le caractère sacré et inviolable de la personne humaine. L'esclavage par ascendance n'est plus reconnu par cette constitution. Avant, on le disait, mais on ne le mentionnait pas tel que ça a été mentionné. La question de la laïcité a été recadrée. Au lieu qu'on se réfère à la laïcité, et moi, ce que je dis aux personnes qui disent que la laïcité est un problème et qu'il faut absolument l'enlever, moi, je leur dis tout simplement que si vous ne votez pas oui, vous allez voter pour une autre laïcité, parce que l'ancienne constitution va rester, et cette laïcité n'est pas recadrée, c'est la laïcité que tout le monde craint. Et c'est ce qui va nous être appliqué. D'accord. La dernière question de Mamadou Fofana, quand il dit que est-ce que le problème du Mali n'est pas plutôt un manque de volonté politique que de changer de constitution? Non, en réalité, quand on parle de manque de volonté politique, de ceci, de cela, tout le monde reconnaît qu'il y avait un manque de volonté politique. Mais ce manque de volonté politique n'est pas un manque de volonté politique des autorités de la transition. Je suis désolée de le dire. Tout ce que nous avons vécu pendant ces 30 ans, les autorités actuelles n'étaient pas là. Et pourtant, on a eu des problèmes. Alors, le fait qu'on n'applique pas aussi leur revient, justement. Et c'est ce qu'on veut corriger aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne veut pas qu'on corrige. Et on veut un homme nouveau au Mali, on veut un Malien nouveau, sans faire des réformes. Je suis désolée, mais cela n'est pas possible dans aucun pays du monde. Donc, l'application des textes, c'est la volonté politique qui permet d'appliquer les textes, mais en même temps, ça va de pair avec ces mêmes textes-là qui mettent des limites et mettent les hommes qu'il faut pour appliquer les textes. Celui qui ne répond pas à cela doit être tout simplement démis de ses fonctions. D'accord. Je pense que toutes les questions ont été répondues. Voilà. À M. Meiga, on peut prendre une autre série. Toutes les questions ont été répondues. Je suppose qu'on va prendre une nouvelle série de questions. Et je commence par la dame qui est là, qui avait demandé la parole depuis fort longtemps. Juste là à côté. Alors, bonjour. Moi, c'est Kankouba Keita. Ma question, c'est, il y a une chose est de faire des textes, des articles. Et qu'en est-il de son application? Parce que même maintenant, avec l'ancienne constitution, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas respectées, mais qui sont là. Oui. Donc, j'adresse ça. Merci à vous. Donc, un d'entre vous peut répondre à cette question. C'est bon de faire des textes, qu'en est-il de leur application? C'est ça sa question. Oui, aussi, je voulais savoir, la Cour des comptes, c'est quoi vraiment son utilité dans la nouvelle Constitution? Merci beaucoup, madame. Juste derrière vous, Watt. Bonjour à toutes et à tous. Ma question est adressée aux deux invités. D'abord, la première question est adressée à madame. Madame, vous dites que vous appelez les Maliens à faire un choix. Mais en réalité, moi, je constate dans vos interventions que vous appelez les Maliens à voter le oui. Parce que vous ne pouvez pas nous dire que la Constitution n'a pas de lacunes. C'est une œuvre humaine. Mais vous ne faites que dire des points positifs. Vous ne relevez jamais des points négatifs.
vous dites malien d'origine dans la Constitution. Vous avez dit quand une disposition se trouve dans une Constitution, elle est tellement importante que nul ne peut la changer. Le malien d'origine, vous ne l'avez pas défini dans la Constitution, alors que vous-même, entre les partisans de oui, vous ne vous entendez pas sur une seule définition quand il s'agit de malien d'origine. Maintenant, vous allez me dire, puisque ce n'est pas une imposition, voilà, c'est une manière de parler, puisque vous appelez les Maliens à faire un choix, donc rassurez-nous, madame, est-ce qu'avec l'adoption de la nouvelle Constitution, les autorités actuelles se présenteront aux prochaines élections, oui ou pas? Dites-nous-le. Et après ça, je m'adresse à notre invité, monsieur Al-Hassan Abba. Al-Hassan Abba, d'accord. Vous aussi, vous êtes en train de nous parler seulement des lacunes ou vous rejetez même la Constitution. Et vous êtes du parti du CODEM en 2017. Pourquoi le CODEM n'a pas tenu un tel langage? Et est-ce que c'est parce que vous jugez le projet de Constitution de 2017 meilleur par rapport à ce que nous avons? Et oui, on va dire oui. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Rappelez-nous votre nom. D'accord, en 2017, où vous étiez. Voilà, donc. Rappelez-nous votre nom. Kassim Diabaté. Kassim Diabaté. Oui. Merci beaucoup, monsieur Diabaté. Je vois une dame au milieu. Ok, monsieur, vous terminez, vous donnez le micro à la dame. Voilà, allez-y, comme vous avez déjà le micro. Oui. Bonjour à tous. Moi, c'est Malik Maïga. Et ma question, elle est adressée à madame. Et j'aimerais savoir, quand vous disiez que, avec l'officialisation de nos langues, que c'est une innovation. Et vous parliez des autres pays qui ont officialisé leurs langues. Et j'aimerais vous dire que ces pays-là ont eu le courage d'officialiser qu'une seule langue nationale. Et est-ce qu'à travers 13 langues nationales, et l'officialisation de 13 langues nationales, qu'est-ce que ça va apporter réellement au pays? Voilà, c'est là ma question. Merci beaucoup. Allez-y, madame. Bonjour à tous, je suis Fanta Bari. Alors, ma question, elle est simple et concise. Elle s'adresse à tous les deux qui sont là. Et vu la situation sécuritaire de notre pays, est-ce que vous pensez vraiment que c'est le moment idéal pour revoir la Constitution? Ou est-ce que cela ne porterait pas atteinte, en quelque sorte, à la transition, à la cause de la transition? Merci. Merci beaucoup, madame Barry. Le monsieur qui est au fond derrière vous. Ah, ok, allez-y, vous avez déjà le micro et c'est la dernière intervention qu'on va prendre pour cette série de questions. Bonjour à tous, c'est Aboubakar Warma. Allez-y, Aboubakar. Voilà, j'ai deux questions. La première s'adresse à madame Samaké. Et quand vous parlez du système bicaméral, moi, j'aimerais savoir l'application. Comment est-ce que vous allez appliquer? S'il y a lieu, par exemple, de voter une loi, c'est l'Assemblée qui tranche ou bien c'est des autorités locales. Donc c'est ma première question. La deuxième s'adresse à M. Abba et qui disait un peu que la question de laïcité est un problème. Donc moi j'aimerais savoir, et si lors du référendum et que le oui ne passe pas, comment est-ce que allons traiter ces problèmes-là? Puisque la question reste dans l'actuelle constitution. Donc je pense que nous allons continuer avec où il y aura une solution. Merci. Merci beaucoup, M. Warama. Je pense qu'on a eu les 5 questions. Nos invités vont essayer de répondre à ces questions. On va commencer cette fois-ci par Madame. Vous pouvez commencer parce que la première série, c'est Alassane Abba qui avait commencé. Je vais d'abord... c'est vrai, il y a plusieurs questions ici. J'en ai noté 5. Par rapport à l'application des textes. Alors, la non-application des textes, comme je l'ai toujours dit, ne date pas d'aujourd'hui. Et si on doit aller à l'application des textes, c'est évidemment les autorités qui devraient tout mettre en œuvre pour que ces textes soient appliqués. Les textes ne sont pas appliqués par une seule personne, ni par les quelques personnes de la transition, en tout cas qui sont au sommet. Les textes sont appliqués par les hommes de loi. Et ces hommes de loi sont des fils et des filles du Mali. Si ces personnes-là ne font pas leur travail, peut-être ce que les autorités peuvent faire, c'est tout simplement de les démettre. Et malheureusement, souvent, ça ne se passe pas ainsi. On viole allègrement les textes. Ceux qui sont censés être les gardiens des textes aussi les violent en toute impunité. Et malheureusement, c'est le pauvre citoyen qui en pâtit. Donc l'inapplication des textes est un problème au sein des institutions,
Mais en réalité, c'est chaque Malien et chaque Malienne qui doit se sentir responsable de l'application des textes, parce que l'application des textes est un devoir pour tous et pour toutes. Donc moi, c'est ce que j'ai à dire. Et je me dis que si nous sommes dans une institution forte, par exemple, où les lois sont appliquées, où, par exemple, on a une direction. Parce que, par exemple, quand on prend ne serait-ce que les 3 principes qui doivent gouverner l'action publique, une fois que, par exemple, ça ne répond pas à l'intérêt du peuple malien, ou que ça touche à la souveraineté, ou que, par exemple, le Mali a fait un choix et qu'on ne respecte pas ça, on est en mesure, en tant que citoyen, d'interpeller. Et aujourd'hui, le citoyen a la possibilité d'interpeller au niveau même de la Cour constitutionnelle. Alors, quand on parle même de la question de la Cour constitutionnelle, où on a dit qu'on a falsifié les résultats, c'est parce que la Cour constitutionnelle n'a pas joué son rôle qui est sien. Et le fait d'inverser ou en tout cas de changer les résultats, je pense que c'est ce qui a amené cette transition, puisque tout a démarré avec les élections législatives de 2020, où l'injustice était tellement visible que les populations ont dit on n'en peut plus, il faut que la situation change. Et ça, ce n'est pas la transition. On ne peut pas mettre ça sur le dos de la transition. Alors, une autre question, c'était par rapport à la Cour des comptes. Pourquoi ? La Cour des comptes, on a déjà une section des comptes qui existe au niveau de la Cour suprême. C'est cette section-là qui sera transformée en Cour des comptes. Cour des comptes dans le cadre du contrôle financier et économique, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la gestion financière et économique de l'État. La Cour des comptes doit s'occuper de cela. Et cela va permettre non seulement de faire en sorte qu'il y ait moins de délinquance financière dans les agissements illicites. Vous allez voir, par exemple, dans cette constitution, que ce soit le président ou en tout cas tous les membres des institutions, ils doivent faire une déclaration de leurs biens. Et on est obligé de dire à l'opinion nationale que, effectivement, l'exercice a été fait. Et c'est là extrêmement important. Vous venez comme ministre, vous avez 2 maisons. Après, on constate que vous avez 5 immeubles ou bien, je ne sais pas, des montants faramineux à New York ou autre. Donc, vous êtes automatiquement interpellé. Et on a vu que dans l'autre constitution, vu que cela n'y était pas, malheureusement, on leur demande de venir déclarer. Les ministres refusent de venir déclarer et on ne peut rien contre eux. Bon, peut-être c'est lié aussi à la faiblesse du pouvoir, mais quand c'est consigné dans une constitution, normalement, on ne doit pas pouvoir se défaire de cela. Une autre question était relative, que moi j'ai tout misé sur le oui. J'ai mis tout sur le oui, j'ai mis tout sur les innovations parce que réellement il y a eu des innovations. Je ne cesserai jamais de le dire. Et à mon avis, ces innovations, ce n'est pas moi qui les ai faites. C'est les Maliens qui se sont exprimés. Et en réalité, quand on parle de Maliens d'origine, moi, je n'ai pas vu ça dans le document. Peut-être vous allez me dire dans quel article. Donc, je ne pourrais pas m'exprimer là-dessus, qu'il y a un flou autour de ça. Mais, par exemple... La candidature des autorités actuelles. Oui, est-ce que ces autorités... Je ne saurais vous le dire. La candidature de quelqu'un, c'est personnel. Vous pouvez vous présenter aux élections. Et moi, je ne suis pas en mesure de dire aujourd'hui que peut-être que toi, tu vas te présenter aux élections. Ça ne relève pas de mes compétences, de mes connaissances. Il veut dire, en cas d'adoption de cette constitution, est-ce que les autorités actuelles... L'adoption d'une constitution ne constitue pas en soi le fait que les autorités soient présentes ou pas. Puisque ce qui est sûr, une constitution, elle est faite pour toute la population. Même si on donne la latitude à ces autorités dans cette constitution de se présenter, ça veut dire automatiquement que quand ces autorités ne seront pas là et qu'il y ait ce même scénario, on donne automatiquement la latitude à ces mêmes personnes de se présenter. Donc ce n'est pas lié à une personne. Et c'est ce qui est dommage au Mali. On met tout, c'est-à-dire on ne veut pas voir la tête de quelqu'un quelque part et on décide de dire que ce n'est pas bon. Alors il y a la question liée à l'officialisation des langues. On dit 13 langues, c'est pas... Mais vous savez... Nous, on a mené ce combat avant déjà qu'on en parle. Nous, on a dit, mais non, il faut prendre seulement une seule langue qui est majoritairement parlée. Mais toujours, on a eu des gens qui étaient contre nous, qui nous disaient, mais le Mali, quand même, c'est vaste, il y a une multitude d'ethnies. On a dit, mais il y a des pays où il y a plus de 50 ethnies, 100 ethnies, 100 langues.
mais ils ont pu adopter une seule langue. Mais on n'arrivait pas à se comprendre. Et je pense que c'est ce même débat houleux qui s'est passé au moment où on devait aller à cet article 31, où on devait adopter une seule langue. Il n'y a pas eu de consensus et finalement la majorité l'a emporté sur les 13 langues parce qu'il y avait déjà un texte qui reconnaissait 13 langues nationales au Mali. Donc on a juste extrapolé dans la nouvelle constitution. Et comment ça va se passer? Bon, pour moi, ce n'est pas difficile. Hein. Vous savez, le français a été adopté par les Maliens. Il n'y avait pas un seul Français au Mali. Hein. Aucune ethnie n'est française. Donc, on a pu adopter cela. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accepter nos langues? Moi, je pense que le développement commence par l'acceptation de soi. Si on réunit nos propres valeurs, nos langues, nos ethnies, on ne peut aller nulle part, malheureusement. Je vous donne juste un exemple par rapport à la pertinence de parler de nos langues, d'officialiser nos langues, d'étudier nos langues. Imaginez par exemple, vous êtes à l'école, vous êtes en 6e année, vous commencez à étudier jusqu'en 6e année, après 6 ans, c'est à ce moment que vous arrivez à maîtriser le mot avion, le mot pigeon, le mot, je ne sais pas moi, comment on appelle ça, multiplication et autres, pendant que à l'âge de 5 ans déjà, dans ta langue, tu sais ce que c'est qu'un avion. Tu sais ce que c'est qu'une voiture. Mais tu dois réapprendre cela. Et moi, je dis que la langue française, ce qu'on nous apprend à l'état actuel, ce n'est pas une langue pour le savoir ou la connaissance, c'est une langue pour juste apprendre la langue française, tout simplement. Parce que ça ne nous permet pas d'évoluer, ça ne nous permet pas de vivre de notre langue. Vous prenez quelqu'un qui a fait 5 ans, 12 ans, à l'école, 16 ans à l'école, 20 ans sur les bancs, il termine, il ne sait pas ce qu'il peut faire de ses 10 doigts. Pendant qu'une personne qui fait 5 ans chez un forgeron, tu fais 5 ans auprès d'un cultivateur, tu apprends le travail de la terre, vous pouvez faire vivre votre famille de cela. Et ça se passe uniquement dans votre langue. D'accord. La dernière question avant de donner la parole à Alassane Abba, est-ce le moment de faire un référendum au regard de la situation sécuritaire? Je pense que la question vous est adressée. Hein. Comment? C'est la question de madame. Oui, est-ce le moment de changer de constitution au regard de la situation? Moi, je repose la question à ces personnes. Ce serait quand? Alors, c'est quand le moment propice? Qui sait? Parce que la situation sécuritaire que le Mali vit, c'est une situation qui a tellement d'enjeux géostratégiques, enjeux politiques, instrumentalisation à l'échelle mondiale, que nous ne savons pas quand est-ce que nous allons nous défaire de ce terrorisme-là. Puisque ces terroristes qui n'ont pratiquement pas de... Je vais dire, ils n'ont pas d'État. Ils n'ont presque pas de nationalité. D'où ils tirent tout cet argent-là pour pouvoir battre et être plus forts que nos armées, comme l'a dit le président Bazoum. Et que nous-mêmes, nous le disions il y a longtemps, au temps des ATT, où on disait que pour lutter contre le terrorisme, il faut que les pays du Sahel se mettent ensemble, sinon un seul pays ne peut pas se battre contre eux. Pourquoi ils sont si forts? Alors, ils sont si forts parce que justement, ils sont soutenus par quelque chose. Moi, je m'étais sur ce quoi ils sont soutenus, mais je me dis tout simplement que le Mali est dans une telle déliquescence et la problématique, elle est tellement difficile à résoudre qu'il nous faut une institution forte qui prend des décisions courageuses telles que le respect de sa souveraineté, de ses choix stratégiques. Par exemple, c'est le respect des choix stratégiques du Mali qui a permis au Mali de se démettre de la France et de pouvoir traiter avec les Russes. Et on a vu le résultat que ça a donné. Alors qu'auparavant, pour acheter un avion, on commande un avion, avant que ça ne vienne, il faut faire 2 ou 3 ans. Pendant que les populations sont en train de mourir, on n'en parle jamais. Mais une fois que nos forces armées tuent quelques terroristes, on vient dire qu'il y a 1000 morts et puis en plus on dit qu'il y a violation des droits humains. Vous ne trouvez pas qu'il y a 2 poids, 2 mesures? Alors si on veut traiter cette question-là, qui est qualifiée de multidimensionnelle, il faut aller par des stratégies, mais aussi il faut aller par des réformes qui vous confortent dans votre vision de ces changements de paradigme pour dire que nous ne sommes plus dans l'ancien schéma avec vous, vous, communauté internationale. D'accord. Merci beaucoup, Madame Samaké. La parole à Alassane Abba à présent pour répondre aux questions qui lui sont adressées. Bon, moi je vois des questions qui sont
Quand je regarde un peu l'application des textes, j'avoue que tout ce que j'ai entendu, je ne vais pas encore dire à madame, il ne faut pas qu'elle me... Je n'ai rien vu. Rien vu, hein. Honnêtement, je suis au sérieux. Je n'ai rien vu dans ce truc qui est une innovation, quoi. Oui, mais la question selon laquelle vous étiez où en 2000? Non, je vais répondre. Oui. Ce qu'il oublie, c'est que quand nous étions là, il était question de révision de constitution. Ce n'était pas la rédaction d'une nouvelle constitution, hein. C'était la révision d'une constitution. Or, la révision de la constitution est permise pour un président de la République. La constitution le dit de façon très claire. Le président de la République et les députés ont l'initiative de la révision de la loi, de la constitution. Ils ont proposé une révision, mais quand cela ne tienne, ils ont constaté que le peuple s'est opposé. Ceux qui s'étaient opposés à l'époque à la révision, c'était les mêmes gens qui sont aujourd'hui au niveau du pouvoir. C'était eux qui étaient à l'opposition. Hein? C'est eux qui ont manipulé des gens. Ils ont dit, Ante Abana, ne touche pas à ma constitution. Le président a dit, pour rédiger une constitution, il faut s'entendre avec les Maliens. Je n'ai pas l'unanimité, je ne peux pas créer une tension dans mon pays. Voilà, sinon la CODEM était là. Et dis-toi bien que la CODEM s'est opposée à beaucoup de choses. Hein. C'est que tu ignores. Pour beaucoup d'entre vous. La CODEM était au gouvernement, la CODEM n'a jamais levé le doigt pour tout, pour ce qui est du gouvernement. J'en veux le deuxième mandat quand Soumaïlou Boubé est venu nous voir en tant que majorité pour demander à ce qu'on soutienne la candidature d'Ibeka. La CODEM a dit non. Parce que Ibeka, on a vu son premier mandat, ce n'est pas positif. Nous ne pouvons pas soutenir la candidature d'Ibeka. Parce que vous n'étiez plus avec lui. Non, on était au gouvernement. On était au gouvernement. On a dit on ne peut pas parce qu'on a vu son premier mandat émaillé de scandales. Vous avez vu, tout le monde tirait sur lui. Parce qu'on accusait ses enfants et tout. On a dit, dans ça, si on choisit un homme comme ça, il risque de ne pas finir son mandat. On ne nous a pas écoutés, c'est ce qui s'est passé. Ce que tu ignores, que pour ça, le président Ousseynou Amion Gundo a démissionné du ministère de l'Éducation. Ce n'est pas tout le monde à l'époque qui pouvait avoir le ministère de l'Éducation et démissionner. Hein? Parce que, comme je l'ai dit, les hommes politiques cherchent à manger. Ils vont là où il y a la mangeoire. Plein d'entre eux sont aujourd'hui de l'autre côté parce que la mangeoire a changé de maître. C'est ça le problème. Et c'est pourquoi on ne croit pas en ces réformes. Parce que ces réformes sont soutenues par ceux-là même qui, hier, étaient de l'autre côté. Et si les gens sont sincères, nos militaires, personne, je l'ai dit l'autre jour, sur un certain plan, personne ne peut en vouloir à la transition. Je suis d'accord avec madame. Quand elle a dit qu'aujourd'hui nous avons une armée très forte, l'armée a été réhabilitée. Nous avons les moyens de notre politique. Ça, c'est grâce quand même à la transition. Nous le reconnaissons. Mais il ne faut pas croire que la CODEM a soutenu les yeux bandés hein, quand les gens étaient dans la rue, ici. Où Boubou Cissé nous consultait, nous, pour la formation du gouvernement. Je t'apprends que tous ceux qui étaient aujourd'hui qui sont à la majorité, qui soutiennent la transition, ont dit à Boubou de former son gouvernement dans les 24 heures. Sinon, le M5 RP viendra à bout du gouvernement. Devant lui, j'ai dit à Boubou, l'heure n'est pas à la formation d'un gouvernement, je crois que tu dois te démettre. Il faut rendre le tablier pour calmer le jeu. Un parti comme ça n'est pas un parti qui cherche à manger. Hein. C'est un parti qui dit ce qu'il croit être bon pour calmer la situation. Maintenant, ceux-là même qui ont dit, formez le gouvernement, allez-y, nous sommes avec toi, ils sont de l'autre côté aussi. Je doute vraiment s'ils peuvent aider la transition à redresser la barre, parce qu'ils sont à la base du système. Maintenant, je viens à l'officialisation des langues. Quand les langues, pour moi, je ne vois pas l'opportunité d'aller à l'officialisation de toutes nos langues. 13 langues. Il faut être courageux. Quand on est courageux, on choisit une langue, un point, un trait. Si on va à 13 langues, ce n'est pas la peine, ou bien laisser tomber les langues comme c'était auparavant. Sinon, les gens qui sont courageux, là, ils ont choisi une langue, qu'importe, ils sont partis sur ça. Vous, en tant que nordiste, vous accepterez qu'on... C'est pourquoi je ne suis même pas d'accord. Hein. Moi, je ne suis même pas d'accord. J'ai dit qu'il faut choisir une langue si c'est le courage. Sinon, laissez-nous avec nos langues, nous ne créons pas de problème.
C'est tout. Maintenant, j'arrive. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. La Cour des comptes. La Cour des comptes, là, c'est une exigence de la CEDEAO. Madame ne voudrait pas entendre le mot CEDEAO. C'est la CEDEAO qui a exigé au Mali de se mettre dans les rangs et d'avoir une Cour des comptes. Elle ne veut pas qu'on parle de CEDEAO. Nous sommes un pays qui est entouré des membres, des gens qui sont de la CEDEAO. Nous faisons partie de la CEDEAO. Advienne que pourra, il faut sortir du populisme et de on peut. Sortez de ça. Merci beaucoup Alassane Abba. Vraiment, merci beaucoup. Et chers étudiants, le temps imparti pour cette émission grand public est à sa fin. Je donne la parole à mon collègue Sekou Gadjigo pour clore cette émission. Merci quand même pour votre disponibilité. Oui, merci. Je voudrais qu'on acclame fort nos deux invités qui ont fait montre de courage, et ils ne sont pas nombreux aujourd'hui, des acteurs politiques qui ont ce kilo, cette audace d'être sur le plateau et débattre dans une émission de débat contradictoire. Merci à toutes et à tous. Je rappelle que nous parlions aujourd'hui du référendum du 18 juin prochain. Pourquoi voter oui ou non? Nos invités étaient Mme Samaké Fatoumata Traoré de l'ADPM et Alassane Abba de la CODEM. Nous étions à l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication. Merci à toutes et à tous et à la prochaine pour un autre numéro.